Et bienvenue, merci d'être là, j'espère que tout va bien. La COP27 vient de s'achever et à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit encore une fois d'une occasion manquée pour véritablement essayer d'enrayer le dérèglement climatique. Cet été, on a tous été frappés par les incendies dans les Landes, mais dans nos forêts, il y a plein de bouleversements que l'on ne voit pas forcément, qui pourtant doivent nous alerter sur un désordre profond. Nos forêts ne sont pas en bonne santé et ça devrait fortement nous inquiéter. Nous allons en parler ce soir avec un invité exceptionnel, fin connaisseur des forêts. Il est au chevet de la plus belle des forêts, la forêt du domaine de Chantilly. C'est Hervé Le Boulert qui est avec nous en plateau. On va le rejoindre dans un instant. Nous allons passer un quart d'heure ensemble pour essayer de tout comprendre et surtout réfléchir à l'avenir. L'homme gâche-t-il la forêt et peut-il la sauver? C'est notre question ce soir. Mais d'abord, faisons le point sur la biodiversité avec Gontran Giraudot, car les arbres ne sont qu'un des maillons d'une grande chaîne et tout est lié, bien évidemment, Gontran. La biodiversité, un mot qui fait rêver, mais savez-vous exactement ce que cela signifie? La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Cela concerne la faune, la flore, mais aussi les champignons et même les bactéries. Bon, laissons les bactéries et les champignons de côté. Les Hauts-de-France disposent d'une grande diversité de milieux naturels et d'espèces animales et végétales. Comme partout dans le monde, cette biodiversité est en mutation. La région compte 1500 espèces végétales indigènes. Elles bordaient déjà nos prairies au Moyen-Âge. Depuis un siècle, 132 d'entre elles ont disparu. Ça fait tout de même plus d'une par an. En cause, notamment, la raréfaction des zones humides et des prairies. Bien sûr, de nouvelles plantes apparaissent aussi, comme la Véronique cymbalaire, observée il y a 2 ans à Brédune, dans le Nord. Cette jolie fleur blanche méditerranéenne adore la douceur de notre littoral. Et que dire de la Barlie de Robert? C'est l'une des orchidées les plus communes du Midi. Elle a élu domicile dans le centre-ville d'Amiens, sûrement transportée par des trains ou des voitures. Les arbres aussi souffrent. Depuis 4 ans, les étés de plus en plus secs font dépérir les chênes pédonculés de la forêt de Chantilly. Comme la flore, la faune change. 22 espèces exotiques envahissantes menacent nos écosystèmes. Parmi elles, le xénope lisse qu'on peut trouver à la Chapelle d'Armentières près de Lille depuis 2018. Cette petite grenouille rogne les habitats et la nourriture des espèces locales. Si des plantes ou des animaux nouveaux apparaissent, ils sont souvent plus invasifs et moins intéressants que ceux qui disparaissent. Tout le problème est là, la biodiversité des Hauts-de-France, notre patrimoine naturel commun, est de moins en moins riche et varié. Eh oui, c'est une question d'équilibre. Merci beaucoup, Gontran. Bonsoir, Hervé Le Boulert. Bonsoir. Comment ça va bien? Eh bien, écoutez, venir à Lille, c'est toujours plus qu'un bonheur, c'est une vraie joie. Eh bien, on est très content aussi de vous recevoir dans l'émission. Vous êtes forestier, spécialiste des ressources génétiques des forêts. Les forêts françaises, vous les connaissez toutes. Il y en a une en particulier pour laquelle vous êtes conseiller scientifique de l'Institut de France pour la forêt du domaine du château de Chantilly. Voilà. Et donc, vous avez écrit ce magnifique livre, voilà, Forêt. Des racines et des hommes chez Delachaux, magnifique livre. Finalement, c'est toute une carrière, une expérience, une connaissance de la forêt qu'il y a dedans. On apprend plein de choses. C'est surtout très accessible et c'est important de le préciser. Ce livre, vous le conseillez à qui? À tout le monde. Et vraiment, avec l'éditeur, on a fait un énorme effort pour éviter tout ce qui est le jargon scientifique et même le jargon des forestiers. Les termes techniques. Les termes techniques, je n'avais pas le droit de faire de notes de bas de page, pas le droit de faire d'encadré. Donc ça a été un gros effort, mais je pense que ça vaut le coup et tout le monde peut le lire. Voilà, parce qu'on apprend énormément de choses. On sait tout de la forêt après l'avoir lu. Alors il y a 3 grandes parties, hein. La forêt d'hier, celle d'aujourd'hui, la forêt de demain. Ce qui est fou, et peut-être rassurant aussi, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que la forêt, à par le passé, était maltraitée. On comptait plus de surface, beaucoup moins de surface qu'aujourd'hui. Oui. Alors, maltraitée, elle a été maltraitée par la nature. Il y a eu quelques grandes périodes d'extinction il y a 100, 200 millions, 300 millions d'années. Ça a eu la peau des dinosaures, ça a eu la peau du rhinocéros laineux, ça n'a pas eu la peau des forêts. Donc cette forêt-là est éternelle, c'est la force de la vie, mais maintenant ça va très vite. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, dans le passé, l'homme a maltraité les forêts parce qu'il n'avait pas le choix. Parce qu'il avait besoin des espaces pour faire de l'agriculture, parce qu'il avait besoin de bois pour se chauffer. Et est-ce que ça doit nous rassurer pour aujourd'hui, quand on voit effectivement l'état de la forêt aujourd'hui?
qui souffre de certaines choses. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'elle pourra à l'avenir se revenir Ma vision des choses, c'est que la forêt française, c'est un tissu indémêlable de fils de nature et de trames d'humains, et qu'on ne peut pas, on peut pas séparer ça. Donc en fait, on va pas pleurer du passé, c'est comme ça. Et effectivement, l'homme et les forêts sont finalement étroitement liés. C'est ce qu'on comprend aussi. Il ne faut pas oublier que les premiers hommes, nos grands-pères, descendaient de gens qui vivaient dans les steppes, qui chassaient le mammouth. Ceux-là sont partis vers le nord quand il y a eu le réchauffement, et on s'est retrouvés dans les forêts. Donc on a bien fallu s'adapter, il y a 12 000 ans, à ce qu'est notre monde. Et les forêts qu'on connaît aujourd'hui, en France en particulier, c'est l'homme qui les a façonnées? L'homme et la nature. Les deux. Moi, je ne sais pas séparer. Bon, c'est bien. L'homme qui a aussi créé des désordres. Hein. On l'a compris aussi avec le sujet de Gontran. On parlait de biodiversité à l'instant. C'est tout aussi vrai en forêt. Je vous propose qu'on revienne sur l'émission. Non, je vous arrête. C'est moins vrai en forêt. On a perdu moins de choses en forêt parce que la place de la nature est restée beaucoup plus forte que dans d'autres secteurs. Alors, c'est ce qu'on va découvrir justement tout de suite avec cet extrait de l'émission Aux arbres citoyens sur France 2. L'écrivain et militant Cyril Dion était allé à la rencontre d'un agent de l'ONF pour comprendre l'importance de la biodiversité en forêt. On regarde et on en parle juste après. Laurent Tillon est responsable du programme biodiversité à l'Office national des forêts. Avec son équipe, ils ont lancé un programme unique en Europe. Ici, la gestion, on l'a faite en imaginant l'exploitation forestière sur le très long terme, mais par contre, en mettant comme filtre de départ la biodiversité. Globalement, la biodiversité, on s'est rendu compte, c'est un moteur de productivité en forêt. Là, on est en pleine zone de production, hein. Il n'y a aucun problème. On produit du bois, ici, on coupe des arbres juste à côté. Et celui-là, il a été conservé. Et parce qu'il propose plein de petits habitats sur les arbres. Il y a des espèces qui sont hébergées par ces habitats, notamment une espèce de chauve-souris que j'adore, le murin de Bechstein. Au printemps, au moment où il y a une forte émergence de chenilles qui mangent les feuilles de chêne, la colonie, là, elle est en capacité de manger jusqu'à 1 250 000 chenilles au mois de mai. Donc, de conserver les quelques habitats dont a besoin l'espèce, c'est un service écosystémique gratuit que nous rend la forêt pour la forêt et qui nous permet d'avoir une production de bois. Voilà, Laurent, je dois dire, Laurent c'est mon maître. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il a compris tout de suite ce que moi j'ai mis et mes collègues 25-30 ans à comprendre. On parle beaucoup de Chantilly, de son état de santé préoccupant. C'est peut-être une manière d'y remédier, justement. Alors, c'est pas un projet, c'est ce qu'on fait. On arrivera à sauver la forêt de Chantilly qu'en s'appuyant sur la biodiversité et en apportant notre intelligence scientifique et notre savoir-faire de forestier. Mais la biodiversité, c'est pas quelque chose en plus dont il faut tenir compte, c'est la source de la vie des forêts. Oui, c'est ça, ouais. La forêt a besoin de ça pour exister. Je dirais, la forêt et la biodiversité, c'est la même chose, quoi. C'est une autre façon de parler. La forêt, ce n'est pas que des arbres, mais sans arbres, il n'y a pas de forêt. Ouais. Alors le problème, c'est que la forêt fait face à de multiples soucis, hein, des insectes ravageurs, des champignons. Ça vient d'où tout ça, finalement? C'est justement des déséquilibres qui ont été créés? 90%, c'est le changement climatique. Les forêts sont adaptées depuis 10 000 ans à des climats et pas au climat d'à côté. Quand le climat change, il y a d'autres forêts. Le climat de Chantilly, dans 30 ans, c'est le climat d'Albi. Il y a de belles forêts à Albi. Elles n'arriveront pas tout seules à Chantilly. Le changement climatique vous inquiète? Alors, moi j'ai quelqu'un qui m'avait dit, ça ne m'empêche pas de dormir. Je lui ai dit, si ça ne t'empêchait pas de dormir, c'est que tu n'es pas un vrai forestier. Mais ce n'est pas parce qu'on est inquiet, ce n'est pas parce que la situation est grave que pour autant on ne doit pas agir. Au contraire, moi je me dis de plus en plus que je suis quelqu'un qui est un service d'urgence dans un hôpital. Je ne me pose pas de questions, je soigne. Voilà, il faut agir, il faut soigner. Alors comment on fait? Est-ce qu'on n'aura pas le choix finalement de s'adapter? Est-ce que la forêt va s'adapter? Comment on fait? Alors, c'est simple, tout ce qui est vivant, tant que c'est vivant, je le garde. Okay. Tout ce qui vient naturellement, j'en prends soin. Okay. Et quand il y a des trous, je fais venir des arbres de plus au sud, en espérant qu'ils vont se croiser avec les arbres locaux et on arrivera à créer la forêt du futur qui sera un mélange
entre la forêt d'aujourd'hui et ce qu'on aura apporté. C'est intéressant, c'est la question des arbres, des essences qui viendraient d'autres régions. Il y a des grandes questions. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux des plantes, planter de nouvelles essences plus résistantes, miser sur des espèces locales qui vont peut-être pouvoir s'adapter, évoluer en fonction... Il faut faire les deux. Il faut marcher sur ces deux pieds. Et il faut d'abord aller chercher des espèces qui sont dans les climats futurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de très belles forêts dans le sud, eh bien, allons chercher ces espèces. Moi, je suis rennais, je connais la galette saucisse, c'est vraiment le grand sujet. Je dis, faisons de la galette merguez. D'accord, pourquoi pas. Et alors, on apprend aussi dans le livre que voilà, une forêt, ça met énormément de temps finalement à se régénérer. À l'échelle d'une forêt, est-ce qu'on réussira à réagir ? Parce que le changement climatique, c'est maintenant. C'est pas dans 500, 1000 ans. Ça ne met pas tant que ça. Un chêne fait 10 000 bébés vivants par an. Ouais. Et il fait des bébés vivants pendant 150 ans. Donc chaque année, on a une opportunité de trouver dans la descendance les arbres qui vont être adaptés aux conditions futures. Il faut être optimiste, il faut tout regarder, il faut prendre ce qui vient, surtout observer, et puis surtout... Comment dire ? La tristesse de l'analyse intellectuelle, mais l'optimisme de l'action. D'accord. Mais oui, non, mais c'est... C'est pas moi, c'est Gramsci. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Alors, il y a des projets aussi, hein, ce que je disais sur le temps pour la forêt de se régénérer, mais il y a des projets pour reconstituer des forêts primaires, notamment la frontière franco-belge. Alors, c'est une bonne idée, ça ? Oui, c'est le projet de mon ami Francis Allais, qui est un génie des forêts tropicales. Je pense que si on prend le bon endroit, ça vaut le coup de le faire. Là, il choisit les bons endroits parce que le changement climatique permettra de maintenir des forêts. Et puis surtout, c'est un formidable moyen d'intéresser les gens et de donner de l'espoir. Les plus jeunes aussi, les générations. Les plus jeunes. Parce qu'au final, nous, on ne verra pas le résultat, puisque... Ah, mais de toute façon, un forestier ne voit jamais le résultat de ce qu'il fait. On sème, on régénère, on coupe les arbres ou on fait la génération d'après 150 ans. Bon, moi, je fais des efforts, j'ai 50 ans de métier, mais je sais que je n'irai pas jusqu'au bout. Et il faut compter sur les générations futures pour s'en occuper aussi. Ben, bien sûr. En tout cas, vous êtes optimiste là-dessus. Ah, moi, je suis optimiste, oui. Eh bien, merci beaucoup, Hervé Le Boulaert, d'avoir été avec nous. Forêt, des racines et des hommes, chez Delachaux, je vous le conseille. Hein, si vous voulez chercher un cadeau à mettre sous le sapin, c'est une bonne idée. C'est un conseil du Père Noël. Voilà, merci. Je connais le Père Noël. Merci, Hervé. Très bonne soirée. Merci. Vous aussi, vous pouvez participer, témoigner dans l'émission. Pour ça, c'est très simple. Vous scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran avec votre smartphone et vous nous envoyez un message. On se quitte avec la citation du jour. Je suis comme la forêt qu'on a plusieurs fois abattue. Les jeunes pousses sont de plus en plus fortes et vivaces. Un message d'espoir, évidemment. Victor Hugo, je vous souhaite une excellente soirée sur la 3. À très vite.